ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il 13 à Bamako. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. Les États de l'AES réaffirment leur soutien aux femmes suite à l'attaque terroriste contre celle-ci à Tinzaouaten. Le Burkina Faso et le Niger ont dépêché leur ministre en charge de la Défense et de la Communication à Bamako. Campagne nationale de reboisement, 30e édition. Plus de 18 millions de plants à prédominance locale seront mis en terre en 2024 sur l'ensemble du territoire national. Au Kenya, des affrontements ont éclaté hier dans la capitale entre manifestants et forces de l'ordre. Les manifestants réclament la démission du président William Ruto. Sport au menu, les Jeux Olympiques Paris 2024. Nous reviendrons sur les derniers événements. Il y a également la triste nouvelle qui est tombée hier, triste nouvelle de la disparition d'Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF. Chronique du développement, il sera question de la part de l'économie numérique dans les PIB mondial, ce qui est d'ailleurs estimé à des centaines de milliards de dollars par an. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, les présidents de la transition du Niger et du Burkina Faso ont dépêché leur ministre en charge de la Défense et de la Communication au Mali pour présenter leurs condoléances suite à l'attaque terroriste contre les Fama à Tinzaouaten. Occasion pour les deux pays d'exprimer donc et réaffirmer leur soutien indéfectible dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter le général de corps d'armée, Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger, et celui en charge de la communication du Burkina Faso. Ils sont au micro de Tansir Diabaté. Présenter nos condoléances et notre compassion au peuple malien, aux autorités maliennes, suite à l'agression barbare, l'agression terroriste contre les Fama à Tinzaouaten. Nous avons été spécialement dépêchés par le président de la République du Niger, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, et le président du Burkina Faso, son Excellence le président Ibrahim Traoré. D'affirmer une fois de plus notre soutien, mais surtout d'affirmer une fois de plus notre solidarité, notre engagement et notre résolution à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Et c'est l'occasion, une fois de plus, bien sûr, d'afficher notre solidarité et plus que la solidarité, notre unité. Parce que dans le cadre donc, de la Confédération, comme vous le savez, l'espace AES, c'est donc trois peuples, mais un seul et même destin. Donc le combat, il est le même au Burkina, il est le même au Mali, il est le même au Niger, et surtout sur notre détermination commune, ferme, à donc faire face à toutes les adversités. Bien sûr, face aux barbares, aux terroristes qui endeuillent nos peuples, mais également face à leurs parrains et tous ceux aujourd'hui qui sont donc tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles, et surtout donc pour pouvoir faire avancer leurs intérêts dans nos États. Donc cette solidarité-là et cette unité se réaffirment, se consolident dans le cadre donc, de la Confédération des États du Sahel. Vous venez donc d'entendre le général de corps d'armée, Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger, et le ministre en charge de la communication du Burkina Faso, venu au Mali présenter les condoléances des deux pays. Lancement hier jeudi 8 août 2024 à Kabbalah de la 30e édition de la campagne nationale de reboisement. Au total, plus de 18 millions de plants à prédominance locale seront mis en terre en 2024 sur l'ensemble du territoire national. Un bosquet d'un hectare baptisé Bosquet des États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel va matérialiser symboliquement la volonté inébranlable des leaders et peuples des trois pays de cheminer ensemble. Le chef du gouvernement
a invité les acteurs à bien entretenir ces plans. Et cette année, la campagne est placée sous le thème « Plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes ». Reportage Mamadi Kone. C'est dans le bosquet dédié à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, à la cité universitaire de Kabbalah, que le Premier ministre a donné le coup d'envoi de la 30e édition de la campagne nationale de reboisement édition 2024 en plantant un arbre. À l'instar des autres pays du Sahel, le Mali est confronté depuis plusieurs décennies à des défis environnementaux complexes liés à la dégradation continue des ressources naturelles, une situation consécutive à la sécheresse et aux actions qui affectent les moyens de subsistance des populations. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette campagne a pour objectif principal de sensibiliser l'opinion nationale sur la nécessité d'investir davantage dans les actions de lutte contre la dégradation des ressources naturelles, notamment forestières et fauniques. Il est attendu au terme du programme d'activité de la campagne de reboisement 2024 la production d'au moins 18 700 plants à prédominance d'espèces locales, le reboisement d'au moins 8 000 hectares. Le chef de file des partenaires techniques et financiers du groupe thématique Environnement et Changement climatique a pour sa part salué l'engagement du gouvernement de la transition qui a perçu l'importance de la dimension environnementale dans la quête du développement durable avant d'insister sur le rôle des communautés dans la préservation de l'environnement. Omar Tamoura, chef de file des partenaires techniques et financiers. Planter des arbres devient une question de survie. Les communautés, dans leur mission de gardiennes des ressources naturelles dans le monde, doivent rester non seulement vigilantes, mais aussi s'engager résolument dans la restauration du couvert végétal et des écosystèmes, tout en renforçant leur rôle crucial dans la conservation de la biodiversité et le stockage du carbone. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de l'économie verte et résiliente au changement climatique une priorité. Dr Choguel Kokala Maïga. Le thème de cette année, je cite, « Plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes ». Fin de citation. Ce thème est assez révélateur et plein de signification car il enseigne sur l'importance de l'arbre et la nécessité de participation de tous à la lutte contre la désertification. L'analyse de l'évolution des surfaces boisées dans notre pays fait ressortir une diminution drastique et continue du couvert végétal à cause de la coupe abusive du bois, du surpâturage et la persistance des feux de brousse, des défrichements incontrôlés et l'occupation illicite des domaines forestiers classés. C'était, Madame et Messieurs, le gouvernement a adopté plusieurs politiques et stratégies, mises en œuvre des projets et programmes, élaboré des conventions locales relatives à la réhabilitation du couvert végétal. Pour améliorer la productivité des terres, accélérer la remontée biologique et renforcer la résilience des communautés. Le chef du gouvernement a invité les étudiants à entretenir les plantes. L'assistance a eu droit à un sketch de sensibilisation des étudiants du conservatoire Bala-Fasségué Kouyaté sur l'importance des questions environnementales. Une mission de supervision du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation sur le processus de digitalisation du mode de paiement des services de l'État a effectué une mission de supervision dans certains centres d'état civil au niveau du district de Bamako. Il s'agit des centres d'état civil des communes 4, 5 et 6. C'est pour savoir comment les populations s'adaptent à cette réforme. Et dans les centres visités, le processus est en marche et ne demande qu'à être soutenu par une forte campagne de sensibilisation. Reportage Mamadou Fane. Lancé il y a de cela quelques jours par les autorités de la transition, le processus de digitalisation des moyens de paiement des services publics se déroule normalement. Une délégation du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation s'est rendue dans les centres d'état civil des communes 4, 5, 6 du district de Bamako pour superviser le processus. Colonel Abdraman Ouattara, chef de cabinet du ministre de l'administration territoriale. C'est un sentiment de satisfaction en réalité qui m'anime au regard de ce que nous avons vu concrètement sur le terrain. C'est un processus qui n'a pratiquement pas de fin. Nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que le processus soit totalement performé et que nous soyons vraiment en face d'un dispositif totalement compris et fluide pour l'ensemble des usagers. Boubacar Keïta, maire de la commune 6 du district de Bamako. Nous sommes très contents, très heureux. D'abord, ça sécurise nous, les collectivités, nos travailleurs
et ça va aussi nous aider à générer beaucoup de ressources. Très souvent, quand l'argent passe de main à main, ça peut être dilapidé. Mais quand c'est digitalisé, vraiment, ça ne peut que renforcer les ressources des collectivités. De la mairie de la commune 4 en passant par celle des communes 5 et 6, les difficultés constatées sont le manque de maîtrise des terminaux de paiement des opérateurs téléphoniques par certains usagers ou encore l'adaptation des personnes âgées à ces plateformes de paiement. Des difficultés qui feront l'objet d'une correction par les autorités. Colonel Abdraman Ouattara, chef de cabinet du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Une difficulté, elle est faite pour être gérée et pour être solutionnée. Nous allons voir ces différents aspects avec les différentes sociétés de téléphonie, parce qu'on ne peut pas rejeter de l'argent, loin s'en faut. C'est des faits qui sont indépendants de la volonté des usagers. Alors il faut trouver maintenant la formule pour que nous sortions définitivement de ces difficultés auxquelles sont confrontés les usagers. Pour une plus grande réussite de cette innovation, des actions de sensibilisation s'avèrent nécessaires afin d'amener les Maliens à adhérer à la digitalisation des paiements des services de l'État. Mali Actualité, il est 13h passé de 11 minutes. Actualité hors du Mali à présent au Kenya, des affrontements ont éclaté hier à Nairobi entre manifestants et forces de l'ordre. Les manifestants réclament la démission du président William Ruto. Ils évoquent également la mauvaise gouvernance et la corruption. Malgré un nouveau gouvernement incluant des membres de l'opposition, la tension reste vive dans le pays depuis le 18 juin dernier. Ces manifestations interviennent suite à l'annonce d'un projet de loi financier controversé qui prévoyait une augmentation des impôts. Depuis cette date, plus de 50 personnes sont mortes selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya. En République démocratique du Congo, 6 membres de la Force du Progrès, un groupe partisan du parti au pouvoir UDPS, ont été condamnés hier à mort. Ils ont été reconnus coupables de plusieurs infractions, dont association de malfaiteurs et tentative de meurtre par le tribunal de grande instance de Kinshasa après avoir participé à un déguerpissement forcé d'un immeuble ainsi qu'à l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila le 31 juillet plus tôt dernier. Et dans cette affaire, 49 prévenus des 65 poursuivis ont été acquittés. Toujours en République démocratique du Congo, 26 personnes prévenues, dont 21 en fuite, ont été condamnées hier à la peine de mort par la justice militaire pour leur participation à la rébellion du M23. Elles étaient poursuivies pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison. Et tous les prévenus ont été reconnus coupables sans circonstances atténuantes selon l'arrêt rendu par la Cour. Parmi les personnes condamnées par contumace, il y a Corneille Nanga, le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC, un mouvement politico-militaire lancé en décembre 2023 depuis Nairobi et incluant le mouvement du 23 mars M23. La Cour a ordonné la confiscation de ses biens et a souligné son rôle d'ancien président de la CENI en RDC en tant que chef hiérarchique dans ses activités qualifiées de criminels du M23. En Côte d'Ivoire, le bilan de la variole du singe s'alourdit. Les autorités sanitaires ont déjà confirmé 8 cas, précisément 7 à Abidjan, dans les communes de Koumassi, Yopougon et Abobo. Parmi eux, un premier décès a été enregistré. Le gouvernement ivoirien appelle la population à éviter les contacts avec les animaux sauvages et rappelle l'interdiction d'en les tenir en captivité. Les chaînes de transmission n'ont pas encore été identifiées avec certitude, mais la variole du singe est une fièvre éruptive pouvant se transmettre de l'animal à l'homme. Au Bangladesh, le nouveau Premier ministre Mohamed Yunus a officiellement prêté serment hier à Dhaka en tant que chef du gouvernement intérimaire. L'économiste et prix Nobel de la paix 2006 doit mener un processus démocratique vers des élections après plus d'un mois de manifestations. Ces violences ont provoqué la mort de 455 personnes des protestations qui ont conduit lundi dernier à la démission et la fuite de l'ancienne Premier ministre Sheikh Hasina et qui a dirigé le pays pendant 15 ans.
Âgé de 84 ans, Mohamed Younous a fait savoir au cours de la cérémonie de prestation qu'il s'engage à défendre, soutenir et protéger la constitution du pays, ajoutant qu'il remplirait ses fonctions avec sincérité. Place donc au sport avec en gros plan les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais d'abord, sachez que le monde du football africain est en deuil avec l'annonce du décès de l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Il est décédé à la veille de son 78e anniversaire. Le dirigeant est décédé hier à Paris. Et je voulais dire donc, l'actualité, c'est bien sûr les Jeux olympiques de Paris 2024. Les athlètes africains en manquent des médailles, c'est ce qu'on peut en retenir. En tout cas, pour cette 33e édition, 9 nations africaines se sont distinguées à 4 jours de la fin de la compétition avec 17 médailles au compteur. Pour ce qui est du football, le Maroc atomise l'Égypte et remporte la petite finale. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. On commence par les Jeux Olympiques Paris 2024. Les athlètes africains en manque de médailles. Lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, l'Afrique avait obtenu 37 médailles, dont 11 en or, et un bilan moins satisfaisant par rapport aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Les athlètes africains avaient empoché 45 médailles, dont 10 en or à Rio de Janeiro au Brésil. 11 nations du continent avaient contribué à cette performance historique. Mais pour cette 33e édition, 9 nations africaines se sont distinguées à 4 jours de la fin de la compétition avec 17 médailles au compteur. Le marathonien kenyan Benson Kipruto estime que les Jeux olympiques ne se ressemblent pas. 5 pays ont déjà empoché l'or: l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, l'Algérie et le Maroc. Le Kenya est en tête avec 5 médailles en tout. L'Afrique du Sud vient en deuxième position avec 4 médailles et l'Ouganda 2 médailles. Restons dans les Jeux olympiques maintenant pour parler football. Le Maroc a surclassé l'Égypte 6-0 pour décrocher la médaille de bronze de l'épreuve de football aux Jeux olympiques pour la première fois de son histoire. C'était hier à Nantes. Auteur d'un doublé, Soufiane Raimi a de nouveau brillé et porté à 8 buts son total au terme de cette petite finale 100% africaine. Le Maroc décroche ainsi la médaille de bronze aux grandes dames des Égyptiens physiquement troublés au-delà de la classe d'écart technique entre les deux équipes, loin de la finale de la CAN de moins de 23 ans remportée seulement 2-1 par le Maroc à l'été 2023. Après le Ghana, le Nigeria et le Cameroun, les Lions de l'Atlas sont la 4e nation africaine de l'histoire à grimper sur le podium de l'épreuve de football des Jeux Olympiques. C'est vrai, en fait, suite à la médaille de bronze remportée par le Maroc aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le monde du football africain a sombré dans la tristesse quelques minutes plus tard avec l'annonce du décès de l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Le dirigeant est décédé ce jeudi à Paris. Plusieurs fois annoncé à tort, la mort du Camerounais est cette fois-ci bel et bien une triste réalité. Serge Cissé nous parle de l'homme. L'enfant de Garoua nous quitte ce jeudi à 77 ans à Paris en France, à un jour près de son 78e anniversaire. Il est né le 9 août 1946. Rien n'était prédestiné à Issa Hayatou de marquer l'administration du football africain et mondial. Il était un ancien athlète du 400 et du 800 mètres et un ancien basketteur. L'homme suit son destin. Il devient secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, gravit les échelons et s'installe en qualité de président de la dite fédération. C'est le début de l'ascension en intégrant le comité exécutif de la CAF. En 1988, Issa Hayatou est porté à la tête de la CAF. Il y reste jusqu'en 2017 avec un lot de réformes saluées par tous. Hayatou aura passé 29 ans au sommet du football africain. Connaissant les rouages de la FIFA, Hayatou est propulsé président par intérim le 8 octobre 2015 à la suite de la suspension de Sepp Blatter. Il dirige la FIFA jusqu'au congrès extraordinaire électif portant Gianni Infantino au perchoir. C'est sous son règne que l'Afrique organise la première Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Issa Hayatou et le Mali, c'est une longue histoire d'amour et de fraternité. Il est citoyen d'honneur de la ville de Koulikoro. En tirant sa révérence ce 8 août 2024, Issa Hayatou restera à jamais une figure de l'administration du football africain et mondial, disons du football tout court.
On termine par le basketball sur le plan national. L'équipe nationale féminine jouera en double confrontation contre le Rwanda en match amical international. La première rencontre aura lieu aujourd'hui et le second le 11 août. Les Aigles basketteuses préparent le tournoi de préqualification pour la Coupe du monde féminine. Les rencontres auront lieu au Palais des Sports. Salamatou Maïga. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, nous revenons sur la part de l'économie numérique dans les PIB mondial. Celle-ci est estimée à des centaines de milliards de dollars par an. Au Mali, une bonne partie de cette manne financière échappe malheureusement au contrôle de l'État. La question que l'on se pose est donc la suivante. Quelle solution faut-il envisager pour venir à bout de ce problème? Suivez en rediffusion ce numéro de la chronique du développement signé Soumaïla Berté, Marc Damé. De nos jours, les technologies de l'information et de la communication TIC s'affirment de plus en plus comme un outil incontournable dans la chaîne de production des richesses. Le rôle et la place du numérique dans le circuit économique se mesurent en termes d'efficacité et d'efficience. Écoutez les explications d'Abdulkader Ki, directeur national de l'économie numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'économie sans l'apport ou sans la contribution ou l'implication des technologies de l'information et de la communication. À ce titre que ces outils-là nous ont permis en fait de transformer les différents process de production dans le sens de l'efficience, c'est-à-dire réduire les coûts de production en non seulement réduisant la main-d'œuvre d'un côté, mais également en accélérant les processus également de production et aussi pour un meilleur résultat, pour des produits beaucoup plus raffinés en un temps record et avec le minimum de moyens. Un exemple, si vous devriez par exemple produire un support ou n'importe quel produit à un coût de 100 000 francs avec les moyens traditionnels, vous allez vous rendre compte avec le numérique que ça ne va pas coûter 50 000 francs, moitié prix. Donc voilà juste un exemple pour vous dire combien est-ce que le numérique est aujourd'hui important dans les chaînes de production et également permet de réaliser des économies à grande échelle. L'un des aspects les plus intéressants dans l'émergence du numérique est sans nul doute l'économie générée à partir de l'usage des moyens technologiques. Si les chiffres du FMI relèvent qu'environ 15% du produit intérieur brut mondial provient de l'économie numérique, singulièrement dans les pays industrialisés, force est de reconnaître qu'au Mali, une bonne partie de cette ressource financière échappe au fisc. Le FMI a déjà estimé en 2022 le PIB mondial qui se chiffre à environ 101 billions de dollars, des chiffres astronomiques quand on fait une conversion en francs CFA. Et il se trouve que 15% de ces PIB-là aujourd'hui concernent l'économie numérique. Donc imaginez calculer 15% de 101 billions de dollars, c'est une manne financière qui est là, qui représente aujourd'hui l'économie numérique mondiale. Et au Mali, malheureusement, nous n'avons pas encore toutes les capacités en termes réglementaire et législatif d'absorber une partie de cette économie qui nous échappe. Mais on est assis aujourd'hui sur une mine d'or qu'on n'est pas en train de raffiner. Peut-être le ministère du Plan pourra nous donner une évaluation, nous donner une statistique par rapport à la part des TIC dans le budget national, mais elle doit être très très infime alors qu'elle aurait dû être la moitié ou sinon même les 2/3. Donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui à ce que nous puissions avoir un cadre qui permette de capter toute cette économie, notamment en ayant une taxation d'abord pour ce qu'on appelle les géants du numérique. Mais au-delà des géants du numérique, il y a également des structures très importantes aujourd'hui qui sont en train d'opérer en toute détaxation, ou je ne sais pas si on peut parler d'impunité dans ce sens-là, mais qui font de gros profits dont l'État est complètement perdant dessus. L'avènement du numérique est aussi synonyme de création d'emplois. Mais le paradoxe ici, c'est qu'en créant de nouveaux emplois, il fait disparaître d'autres. Abdulkader Ki, directeur national de l'économie numérique. C'est ce que certains disent, que les TIC détruisent les emplois. Mais en réalité, quand ils détruisent un emploi, vous allez trouver que ça crée un autre emploi derrière. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de marketing digital, de producteurs de contenu. Voilà. Donc tout ça, ce sont des nouveaux métiers aujourd'hui qui sont liés au développement des TIC, qui n'existaient pas avant. Donc, par contre, les métiers qui ont été disparus vont être progressivement remplacés par ces nouveaux métiers également qui sont en train d'apparaître.
disparaître. On me parle également avec l'émergence de l'intelligence artificielle d'ingénieurs prompts qui n'existaient pas. Donc tout ça, ce sont des nouveaux métiers qui vont être créés grâce à l'émergence du numérique. Donc de nouveaux emplois, de nouveaux secteurs de production qui vont être créés et qui vont créer de la valeur non seulement, mais des emplois aussi. Il n'est donc plus un secret que le numérique constitue aujourd'hui une opportunité de développement pour un pays. Il revient à chaque État de se doter de moyens conséquents pour capter une partie importante de l'économie générée par le numérique. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Absé Traoré, mise en ligne Marcel Tessouké, réalisation dossier Baba Diarra, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions d'écoute car dans un instant, Fatim Damede sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.